Nous allons continuer l'étude de la linguistique de la langue des signes. Nous avons commencé à aborder quelques notions comme la spatialisation, notions que nous allons approfondir. La langue des signes, comme toute langue, est porteuse, bien sûr, d'une grammaire. Une grammaire qui n'est pas évident de mettre au jour. Tous les locuteurs d'une langue maternelle ont acquis la grammaire de cette langue, puisqu'ils peuvent discerner uniquement par le ressenti des phrases qui sont bien formées, de phrases qui sont mal formées. Donc ils ont acquis les règles de la grammaire, même s'ils ne savent pas les expliciter, et s'ils ont du mal à exprimer les raisons pour lesquelles on doit utiliser telle structure plutôt que telle autre. Il en va de même pour les sourds. Lorsqu'on présente un certain nombre de phrases en langue des signes à des locuteurs sourds de naissance, ils peuvent très facilement dire cette phrase est de la bonne langue des signes, entre guillemets, ou cette phrase n'est pas bonne en langue des signes et a une mauvaise grammaire de langue des signes. Quand on leur demande les raisons pour lesquelles telle phrase est bonne ou pas bonne, ils ont beaucoup de mal à expliquer les règles précises qu'ils suivent. Voilà. Et mettre à jour ces règles, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que pour les langues comme l'anglais, le français, etc., les recherches sur la grammaire de ces langues datent de plusieurs siècles, donc ces recherches sont très avancées, alors que sur la langue des signes, ces recherches sont récentes, et donc énormément de questions, notamment de syntaxe, ne sont pas du tout élucidées et sont en plein débat entre différents chercheurs. Parmi les premières recherches qui ont été menées sur la linguistique de la langue des signes, on peut noter Stocco aux États-Unis, qui a commencé dans les années 1960. Puis, en France en particulier, Paul Jouison et Christian Cuxac dans les années 1980. Donc vous voyez, ça fait peu de temps. Maintenant, les recherches se développent et un certain nombre de professeurs ou de maîtres de conférences se portent sur la linguistique de la langue des signes, comme Marianne Salandre, Ivani Fuselier-Souza, Brigitte Garcia, Annie Rissler, etc. Mais les recherches sont encore à leur début, à leur balbutiement. De nombreux points de grammaire sont encore flous. Différents axes de recherche ont été développés par ces chercheurs. Certains accent plus leur recherche sur la question de l'iconicité ou de la spatialisation, ou sur l'ordre des signes, ou sur la comparaison entre la grammaire de la langue des signes et la grammaire du français, etc. Et on peut noter qu'un certain nombre de chercheurs ne sont pas forcément d'accord entre eux, parce que les points de vue sont différents et les angles d'approche sont différents. Les théories linguistiques auxquelles ils font référence sont différentes, et donc les analyses peuvent être aussi un peu différentes. Donc on est en pleine ébullition, en pleine discussion sur toutes ces questions. Toutefois, un certain nombre de questions de base sont communes à toutes ces recherches, notamment le fait que donc, toutes les langues sont contraintes par le canal qu'elles utilisent. Donc pour les langues audio-vocales comme le français ou l'anglais ou autres, évidemment, toutes les contraintes sont liées à la voix, du fait que, par exemple, on ne peut pas prononcer plusieurs mots en même temps. Donc il y a une question de succession, d'ordre des mots qui est très important. En langue des signes, la situation est différente puisque le canal est différent et on peut exprimer en langue des signes, dans une phrase en langue des signes, il joue aussi bien les mains, la main droite, la main gauche, que le visage, que le mouvement des épaules, comme on l'a vu dans un certain nombre d'exemples comme le conte du coyote. Donc, les contraintes étant différentes, les règles, évidemment, sont différentes. Une des contraintes de base pour la langue des signes, c'est donc la vision, et notamment le fait que toute la langue des signes est organisée par rapport à la vision. Pour noter un exemple, vous savez que pour la vision humaine, lorsque l'on regarde droit devant soi, c'est donc le point focal qui est le plus net.
lorsqu'on regarde devant soi, ce que l'on perçoit sur les côtés, la vision périphérique est floue et moins nette. En fait, la vision périphérique est faite pour nous alerter. Si on voit quelque chose qui bouge sur le côté, on le ressent et automatiquement on tourne le visage pour voir ce qui se passe. Voilà. C'est le centre qui est le point focal qui est le plus net, et la vision périphérique est simplement un appui, une aide, notamment par le fait que donc, la vision étant moins floue, ça sert simplement d'appel. Toute la langue des signes est organisée par rapport à cette vision. Tous les signes les plus complexes sont faits au centre, juste devant soi. Et les signes qui sont faits sur les côtés sont souvent avec des configurations simples et souvent en parallèle. Ce qui fait que, en ne regardant que le visage de l'interlocuteur, on perçoit ses mains, même si elles sont éloignées du visage, on les perçoit facilement par la vision périphérique, du fait qu'elles sont plus simples en configuration et à droite et à gauche. Voilà. Ainsi, toute la langue des signes est organisée par rapport à la perception visuelle. On a vu dans une séance précédente les liens entre l'expression en langue des signes et des expressions dans d'autres types d'expressions visuelles, comme les bandes dessinées ou les storyboards ou le cinéma, etc. Donc tout ça est lié évidemment aussi aux contraintes visuelles. Nous avons vu le lien entre langue des signes et les modes d'expression visuelle comme les bandes dessinées ou les cinémas. Juste un exemple, c'est en langue des signes, il est très facile, comme tout est spatialisé, d'indiquer les points de vue. Là, dans l'exemple que l'on voit, le premier signe, c'est le signe neigé, et le personnage est placé au-dessus des nuages. Il regarde au-dessus des nuages la neige tombée, comme un oiseau qui passerait ou un avion qui passerait au-dessus des nuages et qui regarderait la neige tomber. Dans le deuxième signe, le signe pleuvoir, le personnage est placé sous la pluie, il reçoit la pluie, et donc il est très facile, comme ça en langue des signes, d'indiquer les points de vue, comme au cinéma, on peut faire des plongées, des contre-plongées, manier les points de vue, ce qui est très facile donc en langue des signes ou au cinéma, et ce qui est beaucoup plus difficile à vocaliser dans une langue audio-vocale. Un point qui est important à noter, c'est la différence entre la langue des signes et ce que l'on appelle le français signé. La langue des signes, c'est une langue à part entière, avec son vocabulaire et sa grammaire, qui est la langue naturelle des sourds et celle qu'ils utilisent entre eux. Bon. Le français signé, il s'agit de prendre les signes de la langue des signes et de les mettre dans l'ordre des mots du français. C'est une méthode pédagogique qui a été utilisée dans les écoles spécialisées pour apprendre aux enfants sourds la grammaire du français avec l'aide des signes qu'ils connaissent. Voilà. Le problème du français signé, c'est que souvent les phrases sont ambiguës, puisque du fait que la grammaire de la langue des signes n'est pas respectée, un certain nombre de signes accolés simplement les uns à la suite des autres dans l'ordre des mots du français donnent des énoncés qui ne sont pas clairs. Voilà. Un certain nombre d'entendants que l'on voit par exemple filmés sur Internet ont appris un certain nombre de signes, mais ne connaissent pas bien la grammaire de la langue des signes et ont souvent tendance à faire davantage du français signé que de la langue des signes. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux vidéos qu'on trouve sur Internet, notamment celles qui sont faites par des entendants, parce que ce n'est pas toujours de la bonne langue des signes. Voilà. D'autre part aussi, il y a un certain nombre de locuteurs sourds, lorsqu'ils s'adressent à des entendants, ils savent que la plupart des entendants ne connaissent pas la grammaire de la langue des signes, et même s'ils connaissent quelques signes, ils feront plus du français signé que de la langue des signes. Donc les sourds s'adaptent, et face à un entendant, feront parfois plus facilement du français signé que de la langue des signes, simplement pour pouvoir mieux communiquer avec l'entendant qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Comment distinguer les deux? Il y a deux questions qui sont liées. C'est est-ce que l'expression en langue des signes que l'on voit respecte une logique visuelle ou pas, ce que l'on va voir dans les détails, ou à l'inverse, est-ce que les signes reflètent l'ordre des mots du français, notamment, auquel cas c'est plus du français signé que de la langue des signes.
Là, je parle du français signé, mais c'est la même chose pour l'anglais signé ou pour n'importe quelle autre langue des signes qui suivrait la grammaire de la langue vocale du pays. Voilà. Une expression en langue des signes suit une logique visuelle qui implique un ordre des signes différent de celui des langues audio-vocales. Pour prendre un exemple simple, quand on dit en français « le verre est sur la table », donc on cite en premier le verre et en deuxième la table. En langue des signes, la logique visuelle dit que on doit toujours en premier situer le fond, le décor, avant de situer les personnages ou les objets qui sont dans ce décor. Parce que si on signe en premier un objet et qu'ensuite on signe le décor, on ne sait pas où est l'objet par rapport au décor. Voilà. Ce qui fait que si on dit par exemple le verre est sur la table, ici donc la table est ronde, on va faire une table comme ça, on va garder une main pour indiquer l'emplacement de la table, on va prendre le verre, on va placer le verre sur la table. Et en plus, le fait de placer le verre sur la table fait qu'on le sait et on peut dire en même temps s'il est placé par devant, par derrière, à droite, à gauche, on peut le situer par rapport à la table. Voilà. Donc en langue des signes, on va toujours dire en premier la table et en deuxième le verre. Voilà. Alors qu'en français, on dit le verre qui est sur la table ou le verre est sur la table. L'ordre des mots n'est pas le même. Un autre exemple, un certain nombre de verbes en langue des signes sont directionnels. La direction indique notamment qui est l'agent, qui est le patient, ou le destinataire, ou éventuellement l'objet aussi. Par exemple, si je dis « je te demande », le verbe est orienté de moi vers toi. Si c'est « tu me demandes », c'est l'inverse, c'est de toi vers moi. Si c'est « je lui demande », le verbe sera orienté vers le côté, etc. Les verbes sont orientés en fonction des personnages. Voilà. Là, dans l'exemple « lire un livre », en premier, il faut toujours situer le livre pour ensuite faire le verbe « lire ». Pourquoi? Parce que si le livre est posé à plat, le verbe « lire » sera vers le bas. Si le livre est posé sur le côté, le verbe « lire » sera indiqué sur le côté, etc. Si on lit une affiche en haut, le verbe « lire » sera orienté vers le haut, etc. On ne peut situer l'orientation du verbe que si on sait où se trouve ce que l'on doit lire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours placer en premier le décor, ou ce que l'on doit lire, en l'occurrence, avant de placer le verbe. Alors qu'en français ou en anglais, on dit « je lis un livre ». Le verbe est en premier et le livre est en second. Voilà. Juste une petite remarque. Dans certaines études linguistiques, notamment aux États-Unis, on trouve des phrases soi-disant en langue des signes américaine avec l'ordre des mots tel qu'on le trouve en anglais ou en américain. Comme là, pour lire un livre, on trouve des exemples où, dans la phrase soi-disant signée, le verbe lire est signé avant le long livre. Voilà. Depuis ces recherches linguistiques, d'autres recherches ont été menées. Et ce que l'on a constaté, c'est que il faut tenir compte dans les recherches linguistiques de toutes les questions sociales ou psychologiques, enfin de psycholinguistiques ou de sociolinguistiques, notamment le fait que la langue des signes est une langue minoritaire, que les sourds sont une minorité par rapport aux entendants, évidemment. Et en plus de ça, pendant très longtemps, les sourds ont été maintenus à des métiers manuels de base et n'ont pas eu la possibilité d'accéder à des métiers de niveau plus élevé, des diplômes de niveau plus élevé, à davantage de responsabilités, etc. Du coup, un certain nombre de sourds ont gardé consciemment ou inconsciemment une certaine dévalorisation par rapport au milieu entendant. D'autre part, un certain nombre de recherches linguistiques aux États-Unis ont été menées par des linguistes entendants qui, pour recueillir des corpus, ont appelé un certain nombre de sourds et leur ont demandé directement, souvent en anglais signé, comment est-ce que, en langue des signes, vous diriez ceci ou cela. Ce qu'on a constaté, c'est que les locuteurs sourds, face à un linguiste, donc un professeur d'université entendant,
avaient tendance à, consciemment ou inconsciemment, s'adapter à leur discours, c'est-à-dire faire davantage de l'anglais signé que de la langue des signes américaine. Voilà. Au vu de ces remarques, les recherches qui ont été menées en France ont utilisé une autre méthode. En l'occurrence, on a choisi de d'abord former des linguistes sourds, enfin des sourds aux bases, au moins aux bases de la linguistique, et de demander à ces sourds, eux, d'aller recueillir du corpus en langue des signes. Comme il s'agissait de locuteurs sourds qui allaient rencontrer d'autres sourds, les locuteurs sourds donc s'exprimaient naturellement en langue des signes et non pas en français signé. Du coup, tous les corpus qui ont été recueillis ici sont vraiment des corpus en langue des signes et non pas en français signé ou en anglais signé ou autre. Voilà. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait des recherches linguistiques, non seulement à la langue, mais aussi à tout le contexte, notamment social ou psychologique, parce que une mauvaise appréciation de ce contexte peut faire que les données recueillies sont fausses ou ne sont pas tout à fait exactes. Et du coup, toutes les recherches qui sont menées à partir de ces corpus aussi se révèlent fausses. Voilà. Voilà. Une des différences entre le français signé et la langue des signes. Donc le plus simple, c'est se dire, si on voit une phrase en langue des signes et que cette phrase reflète très exactement l'ordre des mots du français, c'est qu'a priori, ce n'est pas de la langue des signes, c'est plutôt du français signé. Voilà. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que l'on rencontre un sourd que forcément il fera de la langue des signes. Un certain nombre de sourds, consciemment ou inconsciemment, quand ils rencontrent un entendant, font plus du français signé parce qu'ils savent qu'ils seront plus facilement compris comme ça. Voilà. Moi-même, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des sourds que je ne connaissais pas. Et au départ, simplement sans parler, de faire uniquement de la langue des signes. Donc ils pensaient que j'étais sourd. Et donc ils s'exprimaient avec moi en langue des signes. Et puis au cours de la conversation, je leur ai dit que j'étais entendant. Et automatiquement, leur manière de signer a changé. Et ils se sont mis à faire davantage du français signé. Alors que je n'avais pas changé. J'étais toujours le même, mais toujours là. Un autre point pour compléter cette question. En fait, il existe tout un continuum autour de la langue des signes. D'un côté, il y a ce qui a proprement parlé du mime, mais donc une expression qui a un vocabulaire limité, qui n'a pas de double articulation, pas de grammaire, et un certain nombre de limites dans le type d'expression, notamment par rapport à l'abstraction. Donc il y a la langue des signes, et de l'autre côté, le français signé. Donc entre la langue des signes et le français. Mais entre le mime et la langue des signes, il y a un type d'expression particulier qu'on appelle la VV. Nous la verrons plus en détail un peu plus tard dans une autre séance, qui consiste à prendre à la fois un peu de mime, un peu de langue des signes et certaines figures particulières de la langue des signes que l'on appelle les transferts. On y reviendra un peu plus tard. Donc si on trace ce continuum, on a la langue des signes à proprement parler, qui a des signes plus ou moins iconiques, avec en dehors de la langue des signes, d'un côté le français signé, de l'autre côté la VV et le mime. Voilà. On a parlé déjà à plusieurs reprises de spatialisation. On a vu des exemples, par exemple dans le conte du coyote, lorsque deux personnages sont placés l'un à droite, l'autre à gauche, il suffit de tourner légèrement les épaules et le regard pour voir qui parle. En fait, cette spatialisation est beaucoup plus complexe que cela. Et je vais juste en montrer 3 exemples. Un premier exemple, concerne les actants dans un récit. On a vu donc un conte avec simplement 2 personnages, mais dans la spatialisation, dans l'espace de signation, on peut placer une infinité de personnages, ou de lieux, ou d'objets, ou de monuments, ou ce que l'on veut. Juste un exemple qui est tiré d'une vidéo qu'on trouve sur Internet, une vidéo qui a servi pour l'examen le concours du CAPES de langue des signes, en l'occurrence en 2011. Dans cette vidéo, il est question, donc c'est la traduction du premier livre écrit par un sourd qui s'appelle Pierre Desloges, donc livre qui s'appelle Observation d'un sourd muet. Et à un moment donné, donc dans ce livre, donc le locuteur Pierre Desloges
s'adresse à un interlocuteur. Donc il place en face de lui. En vue du dessus, ça donne donc le locuteur et l'interlocuteur. Il parle au départ de deux personnages. Un, c'est l'abbé de l'épée, donc qui a créé les premières écoles en langue des signes. Et un autre personnage opposé, c'est l'abbé Deschamps qui, lui, prônait l'apprentissage de l'articulation et de la lecture sur les lèvres pour les sourds, et donc était contre la langue des signes. Et donc, dans son récit, le locuteur place d'un côté l'abbé de l'épée et de l'autre côté l'abbé Deschamps. Voilà. Ensuite, il rajoute un ensemble de questions liées au grand public. Donc, par rapport à l'interlocuteur qui est en face de lui, légèrement sur le côté, il place un espace qui est dédié au grand public. Et à chaque fois qu'il va parler du grand public, il parlera de cet espace-là. Bon. Et par la suite, de ce grand public, il détache quelques personnes sur lesquelles il va insister, et donc qui ont un emplacement un petit peu plus loin que l'emplacement dédié au grand public. Et puis, à un autre moment, il parle de l'abbé de l'épée, donc, et il parle de questions qui sont liées à l'abbé de l'épée, donc il détermine des emplacements qui sont proches de l'emplacement qui a été décerné à l'abbé de l'épée. Donc un emplacement lié à la langue des signes et un emplacement lié à la communauté des sourds. Et à chaque fois, donc, il pointe des emplacements précis pour indiquer de qui il parle et de quoi il parle. Voilà. Et donc, si on regarde vu d'au-dessus les emplacements, on voit donc la locutrice, en l'occurrence, avec les 7 emplacements qui sont attribués en fonction des sujets ou des personnages dont il parle. Oui. Donc on voit que l'espace de signation, en fait, c'est pas simplement un personnage à droite, un personnage à gauche, mais ça peut être une multitude de personnages ou d'objets ou autres qui sont placés dans l'espace de signation, et chacun a sa place qui est fixe. Et on sait que la place qui a été attribuée à telle personne à tel endroit, si on pointe cet emplacement-là, il sera question de cette personne-là, pas d'une autre. Voilà. Donc l'utilisation de l'espace de signation peut être très fine. On peut aller encore plus loin. Donc là, ce que l'on a vu, c'est pour les récits, où on peut effectivement attribuer des emplacements à qui on veut, à n'importe quel sujet, n'importe quel objet. Mais en plus de ça, par défaut, un certain nombre d'espaces ont une signification, par défaut, ce qu'on appelle des espaces pré-sémantisés. Donc si on regarde, on en voit des espaces qui sont pré-sémantisés au niveau du front ou des yeux, d'autres un peu plus bas au niveau des épaules, et d'autres donc au niveau du ventre, devant soi, l'espace de signation, avec l'espace 1 qui est juste collé contre le corps, l'espace N neutre qui est donc l'espace juste là devant soi, l'espace O qui est un peu plus loin par devant, et les espaces 3 sur les côtés. Si on rentre un peu plus dans les détails, donc l'espace 1, ce qui est collé au corps, c'est donc l'attribution, l'espace attribué à la première personne. Là, par exemple, dans la petite phrase qui est dessinée ici, le premier signe, c'est le signe stylo. Bon. Et le deuxième signe, c'est le verbe donner, qui en l'occurrence parle de l'extérieur et vient rejoindre le corps de la locutrice. Donc c'est donne-moi. Donne-moi un stylo. Voilà. Si c'était l'inverse, la locutrice donne un stylo, donc le mouvement partirait de soi, de l'emplacement 1, pour aller vers l'extérieur. Si c'est pour l'interlocuteur, donc serait en face de soi, vers l'emplacement O. Voilà. Donc là, c'est je te donne un stylo, et à l'inverse, vers soi, vers son corps, c'est tu me donnes un stylo. Voilà. Donc tout ce qui est à proximité du corps ou sur le corps, c'est la première personne. Voilà, a priori. L'espace N, donc l'espace neutre, c'est là où on place tous les signes qui n'ont ni agent ni patient, qui sont ni destinataires, ni qui n'ont aucun rôle grammatical, enfin attributif. Donc là, par exemple, le signe stylo est fait dans l'espace neutre, bon, parce que bon, il s'agit simplement de stylo, et c'est après que les emplacements jouent, et on fait donne-moi, ou je te donne, ou tu me donnes, ou voilà. L'espace N, c'est pour tout ce qui n'a pas besoin d'avoir une attribution précise.
L'espace O, c'est un peu plus compliqué. J'y reviendrai tout à l'heure. Les espaces 3, à droite ou à gauche, c'est la troisième personne, le il ou le elle. Mais le il ou le elle en tant qu'animé. Ça ne concerne pas les inanimés. Là, par exemple, dans l'exemple, on voit le locuteur qui désigne un personnage donc, sur le côté 3, en l'occurrence à droite, et il prend ce qu'on appelle un proforme, on y viendra tout à l'heure, un proforme qui, donc, d'un personnage qui arrive de la droite pour rencontrer une autre personne. L'espace 3, donc, c'est le il. Petite parenthèse, si le fait de signer plutôt à droite ou à gauche, peu importe, sauf si il s'agit de décrire un lieu précis, par exemple, il faut prendre la troisième rue à droite, donc là on va vraiment signer à droite, mais si c'est simplement un récit, par exemple, ou un conte ou n'importe quoi, les personnes qui sont gauchères vont plutôt utiliser le côté gauche, et les personnes qui sont droitières vont plutôt utiliser le côté droit. Voilà, c'est tout. Mais les deux sont équivalents. Donc le 3, c'est les personnes animées. Et donc je reviens un petit peu sur l'espace O qui est face à soi. Donc soit c'est l'interlocuteur, soit c'est pour les objets ou pour les troisièmes personnes qui concernent les inanimés. Par exemple, si je fais ce signe-là, c'est électricité ou électricien. Si je dis le verbe payer, par exemple, c'est un verbe qui est directionnel. Donc c'est tu me payes ou je te paye, par exemple. Si je fais électricité et le verbe payer vers le 3, c'est-à-dire vers un animé, ça veut dire que je paye l'électricien. Si je fais le même signe électricité, mais payer orienté vers le haut, ça veut dire que je paye l'électricité. Parce que c'est l'inanimé. Voilà. Donc c'est je paye l'électricité ou je paye l'électricien. C'est simplement l'orientation du verbe vers un emplacement plutôt qu'un autre qui indique le sens de la phrase. Après, on peut continuer. Donc, les espaces X au niveau du front ou des yeux, c'est l'indéfini, le on. Dans l'exemple que l'on voit, le premier signe, c'est un pointage vers l'interlocuteur, donc toi. Le deuxième signe, c'est le verbe être au courant, c'est-à-dire capté par les yeux, être au courant. Et le troisième signe, c'est le signe raconter ou expliquer, qui est aussi un verbe directionnel. Donc si c'est moi qui te raconte, donc le signe sera de moi vers toi. Si c'est toi qui me raconte, ce sera dans l'autre sens, de toi vers moi. Et là, tel qu'il est ici, il provient de l'espace X vers soi. Donc c'est on m'a raconté. C'est un indéfini, c'est-à-dire quelqu'un m'a raconté, mais on ne sait pas qui. C'est on m'a raconté. Donc c'est signé de l'espace X vers soi. Voilà. Donc je te raconte, tu me racontes, il me raconte, on me raconte. Simplement le fait de changer un espace, en l'occurrence d'où provient le signe, permet de savoir de qui il s'agit, de quelle personne il s'agit. Voilà. Donc on voit que les espaces sont en fait extrêmement signifiants et extrêmement fins. Voilà. Enfin, un dernier exemple, ce qu'on appelle l'espace L, c'est tout ce qui est lié au locatif, pour des verbes comme aller, venir, se rendre, etc. Par exemple, là, dans la petite phrase qui est dessinée, le premier signe, c'est le signe cinéma. À l'origine, ce sont les bobines qui tournent dans les salles de cinéma, donc cinéma. Et le deuxième signe, c'est le signe aller. Et le signe aller est orienté vers l'espace L, qui est donc l'espace du locatif. C'est je vais au cinéma. Bon. La manière habituelle de signer je vais au cinéma, c'est cinéma et je vais. Le V est orienté vers l'emplacement L. Voilà. Que ce soit à droite ou à gauche, peu importe. Voilà. Donc on voit que les emplacements peuvent être extrêmement fins, aussi bien là au niveau
l'espace de spatialisation au niveau de tous les personnages que l'on peut placer, mais aussi en hauteur, et avoir des significations différentes selon l'orientation du signe, dans un sens, dans un autre, dans une direction, dans une autre, etc. Un troisième exemple de spatialisation en langue des signes, c'est les lignes du temps. Il y a différentes lignes du temps. Les trois principales sont, en premier, le temps subjectif. C'est un temps qui est spatialisé de l'arrière vers l'avant. C'est-à-dire que tous les signes qui sont vers l'arrière concernent le passé, tous les signes qui sont juste devant soi concernent le présent, et tous les signes qui sont vers l'avant concernent le futur, comme hier ou demain, comme autrefois ou à venir. Oui. Les signes vers l'arrière donc concernent le passé, et vers l'avant concernent le futur. Mais c'est donc par rapport à soi, par rapport au locuteur. Si on parle de période historique ou préhistorique ou autre, évidemment c'est difficile de remonter extrêmement loin en arrière ou d'aller extrêmement loin en avant. Du coup là on utilise une autre ligne du temps par rapport donc à tout ce qui est temps objectif, qui est une ligne du temps que l'on trace devant soi, de gauche à droite, un peu comme si c'est une frise chronologique. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on va par exemple sectionner une ligne du temps en indiquant les périodes de début et de fin. Par exemple, là, pour le XXe siècle, on va faire de 1900 jusqu'à 2000. Et on va donc sectionner, marquer physiquement là, de l'espace du siècle. Et ensuite, il suffira de placer sur cette ligne les différents éléments, événements auxquels on veut faire référence pour indiquer donc la période du siècle dont il est question. Si je me mets au milieu, ce sera 1950. Si c'est juste après 1900, donc ce sera juste à proximité de la gauche. Si ce sera vers les années 2000, donc ce sera à la fin, à proximité de la droite. Voilà. On trace une frise chronologique et après c'est facile sur cette frise de placer les événements les uns à la suite des autres ou de revenir en arrière, aller en avant, etc. Quoi. Voilà. On trace une frise chronologique et on place les événements sur cette frise devant soi et c'est donc une deuxième ligne de temps. Là, je prends l'exemple du XXe siècle, mais on peut faire le même découpe par rapport au premier millénaire, au deuxième millénaire, à une ère, l'échelle du temps que l'on veut. On commence toujours par définir l'échelle du temps en question. Ça peut être une année, ça peut être une semaine, ça peut être n'importe. On définit l'échelle du temps et après, donc, le temps est découpé à l'intérieur par rapport à cette échelle, avec la moitié du temps, etc. Voilà. C'est la deuxième ligne de temps qui est spatialisée. Il y a aussi une autre ligne du temps que l'on peut utiliser, qui est le temps calendaire, le temps imité comme un planning ou un calendrier. Par exemple, si on veut parler d'un planning à l'école ou n'importe où, on trace un tableau, en général plutôt sur le côté, on trace un tableau avec donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., avec les tranches horaires, le matin, l'après-midi, le soir. Et après, sur ce tableau, il suffit de placer les éléments pour savoir donc si en début de semaine le matin, en fin de semaine le soir, comme si on avait un planning devant soi et qu'on pouvait voir les différentes cases et les différents éléments. Donc pour les plannings par exemple scolaires, c'est facile de mettre donc le lundi en premier il y a histoire, en deuxième il y a mathématiques, en troisième il y a etc. De mettre d'expliciter des dates. Une ligne de temps particulière sous forme de planning, pareil, spatialisé, donc en utilisant l'espace. Voilà. Donc ça, c'est un troisième exemple de temps spatialisé. Voilà. Ainsi, au début, lorsqu'on commence en tant qu'entendant à apprendre la langue des signes, on a du mal à percevoir toutes ces finesses. Et à maîtriser toutes ces finesses, parce qu'en fait c'est un système qui est extrêmement complexe, extrêmement riche, où le simple fait d'impliquer un emplacement différent ou une orientation d'un signe différent donc entraîne une signification différente. Et aussi bien à percevoir qu'à exprimer, il faut pas mal d'habitude de la langue des signes pour vraiment maîtriser vraiment cette gestion de l'espace de signation et donc de toute la grammaire qui est liée à l'espace de signation. Voilà.
Et en plus de ça, donc les recherches linguistiques sur la langue des signes sont récentes, et donc il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore tout à fait élucidées et qui sont l'objet de débats entre chercheurs. Donc il y a de nouvelles règles qui vont apparaître petit à petit.